Bonjour à tous, comme promis, une correction succincte donc de l'interrogation type que je proposerai à la rentrée en septembre pour vous évaluer. Donc, comme précisé dans l'ENT, il y aura trois grandes parties dans l'interro. Une partie qui va porter sur les notions de cours qui sont contenues dans le document de travaux dirigés, le TD semestre 2. Qui lui aussi est disponible dans sa version actualisée donc sur l'ENT. Ensuite, dans un second temps, il y aura un ou deux exercices. Bon, typiquement, j'en ai remis un là pour illustrer un petit peu. Et ensuite, un petit exercice de synthèse, sachant qu'en principe, il n'y a presque pas de calcul à faire. C'est plus un travail de réflexion et d'analyse par rapport à des choses qui sont proposées. Alors, on va commencer par la partie cours. Alors, la partie cours qui concerne donc tout ce qui est lié aux propriétés thermiques. On a donc la partie transfert thermique, on aura les transitoires thermiques, donc là où le temps intervient dans l'évolution de la température d'une pièce. Et ensuite, il y aura les aspects traitement thermique dans la masse ou traitement thermique de surface, donc dans le cas des aciers. Et donc on va voir un petit peu, on va repasser en détail un petit peu le contenu attendu. Alors chaque fois il y a plusieurs questions, ça peut être long, ça peut être court, peu importe. En fait l'idée c'est que vous ne soyez pas complètement désemparés à la rentrée compte tenu voilà, de ces cours qu'on a pu faire à distance, d'accord. C'est une façon de se rafraîchir un petit peu, de se remettre en tête les différentes notions. Alors concernant les transferts thermiques, donc il y a deux grandes lois principales. Donc il y a la loi de Fourier et la loi de Newton, dont les expressions sont données ici respectivement. Donc la première loi qui fait intervenir en fait la conductivité thermique K du matériau, l'épaisseur, grand A c'est la surface d'échange. Et bien, si les deux faces du matériau sont à des températures différentes, T1 et T2, et bien va s'établir un flux thermique. Donc ce sont des pertes thermiques, donc une puissance dissipée, c'est-à-dire une énergie par unité de temps. C'est ça le dQ sur dt, donc c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps, et on le note en physique Q point. Donc la première, donc, qui concerne la loi de Fourier, fait intervenir donc la conductivité du matériau. Donc ça c'est caractéristique du matériau. Quelles vont être les pertes compte tenu de la conductivité du matériau ou de sa résistance thermique, peu importe. La deuxième, la loi de Newton, là ça concerne plutôt les échanges avec le monde extérieur, à travers la surface du matériau. Et donc le paramètre petit h là, qui est donc le coefficient de convection, c'est lui qui va être caractéristique des échanges avec donc l'extérieur. Donc premier mode de transfert thermique par conduction, deuxième mode par convection. Et dans le cours, on avait vu qu'il existait un troisième mode de transfert thermique, c'était mode par rayonnement ou radiatif ou par radiation, enfin, peu importe comment on l'appelle. C'était lorsqu'on est à très haute température où on a donc la puissance qui dépend là non pas de l'écart de température mais de l'écart des températures à la puissance 4, ce qu'on avait vu dans le TP sur l'ampoule à filament de tungstène. Alors que représente Q point dans l'histoire? On a dit ce sont les pertes thermiques, c'est le flux thermique. Donc c'est exprimé en watts, donc ce sont des joules par seconde. Donc, on a bien affaire à des watts, une puissance. Que représentent T1 et T2? T1 et T2, je l'ai dit, c'est la température sur les deux faces du matériau, à gauche à droite, ou intérieur, extérieur, s'il s'agit d'un barreau par exemple, ou d'un tuyau, d'un tube. A et L, ça concerne la géométrie du problème. Donc A, c'est la surface d'échange, et L, c'est l'épaisseur d'une plaque, puisqu'ici, dans cette expression,
il s'agit bien d'une plaque. Et comme je disais, K c'est le coefficient donc, de conduction du matériau et H le coefficient de convection à travers la surface. Et H va dépendre de la nature du milieu extérieur. Ça peut être de l'air, ça peut être de l'eau. Donc l'eau étant plus efficace que l'air pour échanger de la chaleur, eh bien on aura ici un coefficient H qui sera plus grand dans le cas de l'eau que dans le cas de l'air. Voilà. Et ensuite je demande donc de schématiser une plaque pour illustrer les explications et préciser les unités des différentes grandeurs. Donc j'ai déjà donné, mais je vais juste vous montrer à quoi peut ressembler le schéma type. Voilà. On a ici donc une plaque avec une certaine épaisseur L, que je n'ai pas encore noté là. Donc L c'est l'épaisseur ici, l'épaisseur de la plaque L. On a la surface d'échange avec l'extérieur, donc c'est grand A. La plaque a un certain volume V. Les échanges avec l'extérieur se font par convection, c'est ce qui est représenté par cette petite flèche là. Donc c'est caractérisé donc par le paramètre petit h. Le flux thermique va ici dans ce schéma de gauche à droite, tout ça parce que la température la plus élevée c'est T1 sur mon schéma. T1 a une température élevée, beaucoup plus élevée que T2, et donc s'établit un flux, donc les pertes vont aller de la température la plus élevée vers la température la plus froide. D'accord ? Ça c'est la loi de Fourier. Voilà, donc ici on a tout qui est résumé avec donc les différentes unités. Donc la température en Kelvin, le flux en watts, donc ce sont des joules par seconde. L'épaisseur c'est une longueur en mètres. Grand A, la surface d'échange, c'est une surface donc en mètres carrés. Le volume V du matériau en mètres cubes. Ensuite la conductivité thermique du matériau qui constitue la plaque en watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Et enfin, H, le coefficient de convection, lui c'est des watts par mètre carré et par Kelvin. Donc voilà, ça c'était pour l'entrée en matière sur les transferts thermiques. Ensuite, une fois qu'on s'est intéressé à ces transferts, ce qui est intéressant, c'est de voir comment va évoluer la température de la pièce au cours du refroidissement ou au cours de la chauffe, peu importe, à travers donc les transitoires thermiques. Alors, dans l'énoncé, je précise qu'à l'instant t égale 0, on plonge une pièce chauffée à une température TI, donc la température initiale, dans un fluide de trempe qui peut être de l'eau, de l'huile, peu importe, qui est maintenu à une température finale T infini. Du coup, comme ce ne sont pas les mêmes températures, il va s'établir de façon normale un flux thermique Q point. Et si je multiplie Q point par dt, ben, j'ai Q, donc c'est bien une énergie. Et cette énergie, ça va être deux termes. J'ai un terme d'un côté de l'égalité qui dépend des échanges que je vais avoir à travers la surface. Je vous rappelle que H c'est le coefficient de convection, donc on va avoir du transfert thermique par convection à la surface, sachant que l'énergie qui a été accumulée dans le matériau, ben, ça dépend de la masse du matériau, donc le produit de la masse volumique ρ fois le volume, multiplié par la capacité thermique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que peut stocker le matériau, et ça va engendrer donc une variation de température. Donc ça va être le moteur donc du transfert, donc du transitoire. Donc en mathématiques, cette expression là, donc cette équation en fait c'est une équation différentielle du premier ordre, donc c'est la dérivée première par rapport au temps et par rapport à la température. Et donc, comme je disais, le premier terme, ben, c'est tout simplement, pendant un instant dt, c'est la quantité d'énergie qui est perdue à travers les échanges à la surface. Donc le terme HA, T infini moins T multiplié par dt, ben, ce premier terme-là,
ça c'est l'énergie qui est perdue par le système pendant un temps très court, compte tenu de l'écart de température qu'on a entre la température finale et la température actuelle. Et cette température, grand T, elle va évoluer au cours du temps. Le deuxième terme, ρVCP dt, alors là c'est dt T majuscule, je disais, donc ça c'est l'énergie qui va être donc emmagasinée compte tenu de l'écart de température que je vais avoir. Donc si je veux résoudre mon équation différentielle, j'ai besoin de poser ce qu'on appelle les conditions aux limites. C'est en mathématiques les bornes d'intégration. Quand on a une intégrale, j'intègre entre A et B. Ben moi ici, par analogie, je vais intégrer entre la température initiale Ti et la température finale T infini, qui correspond aux bornes d'intégration pour le temps. T égale 0 pour Ti et T infini, c'est-à-dire en physique un temps suffisamment long. D'accord, c'est pas des temps géologiques, on est dans l'industrie, on va refroidir une pièce et au bout de quelques minutes, la pièce sera à la température du fluide. Donc, la borne d'intégration, même si c'est l'infini pour manipuler des équations, dans la pratique, ça sera quand même un temps fini suffisamment long. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets ici. Et typiquement, on verra que ce temps suffisamment long, ben, il correspond à peu près à 5 fois le temps caractéristique taux qui est ici, ce fameux temps qui va être demandé à la fin en cours de route. Alors, si je résous l'équation différentielle qui est ici, la solution compte tenu des conditions aux limites, ben, c'est celle-ci. C'est la température à n'importe quel instant petit t, donc la température grand T. Eh bien, l'écart de température que j'ai avec le fluide, c'est égal à cette expression-là via l'écart de température que j'ai entre la température initiale et la température finale. Donc c'est une exponentielle de moins h sur ρVCP fois le temps, que je peux résumer par une exponentielle décroissante, exponentielle moins t sur taux, où taux, donc ça va être donc le temps caractéristique que va mettre la pièce pour refroidir. C'est-à-dire que à chaque intervalle de temps, à chaque multiple de taux, je perds une certaine quantité qui vaut exponentielle moins une fois taux, enfin moins 1, pardon. Donc ça correspond à peu près à 37%. Donc chaque fois que le temps s'écoule d'une quantité petit taux, je réduis la quantité de 37%. Et c'est pour ça qu'il me faut attendre à peu près 5 fois taux pour que ce terme-là tende vers 0, lorsqu'on est à l'équilibre. Donc si je suis à l'équilibre au bout d'un temps t suffisamment long, ça veut dire que l'exponentielle vaut 0. Si cette exponentielle vaut 0, c'est qu'au bout d'un temps suffisamment long, la température t, elle est égale à t infini. Donc j'ai bien t infini moins t infini égale 0. Donc HA, on a dit que ça caractérisait les échanges à travers la surface par convection. Et donc c'est la résistance, enfin c'est l'inverse de la résistance thermique, du système. Résistance thermique par convection, parce que là j'ai que de la convection dans cette situation-là. Ensuite, le terme ρVCP, c'est tout simplement la capacité thermique du matériau, puisque le CP tout seul, c'est la capacité thermique massique. Et donc, si je multiplie par la masse, eh bien, j'ai la capacité thermique totale du matériau. On dit la capacité thermique de la pièce, elle dépend de la quantité de matière que j'ai, donc de la masse, ρV. Ρ, masse volumique, fois V, le volume. Plus ma pièce sera grande, plus la masse sera importante, et donc j'aurai une capacité thermique qui sera élevée. Donc comme je le précisais tout à l'heure, taux
c'est le temps caractéristique. Et quatrième question, je vous demande quelle est l'analogie qu'on peut faire avec un circuit électrique de type REC. Alors ça, c'est... Je vais utiliser mon petit schéma pour illustrer un petit peu ce qui se passe avant de répondre à cette question. Donc je partage la webcam, voilà. Donc ici, on a bien une pièce qu'on plonge dans un fluide. Un fluide, lui, qui va être caractérisé par un coefficient d'échange par convection petit h. Vu que les deux températures du fluide, donc T infini et la température initiale de la pièce TI sont différentes, il va s'établir donc un flux, donc selon la loi de Fourier, un flux thermique et la loi de Newton, bien sûr. Non, c'est pas la loi de Fourier, c'est la loi de Newton, pardon. Et donc ce flux, donc d'échange par convection, il va rayonner. Là, ici, c'est un cylindre, donc le flux il va de l'intérieur vers la surface. Et donc, on refroidit la pièce et on échauffe légèrement le fluide. D'accord ? Si on suppose qu'on a quand même une quantité très grande de fluide comparée à la taille de la pièce. Alors, on peut supposer que le fluide aura sa température qui ne va pratiquement pas s'échauffer dans la pratique. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais bon, peu importe. Donc comme je disais, le premier terme c'est bien l'énergie transférée à la surface. Le deuxième terme de l'équation différentielle c'est l'énergie emmagasinée dans le volume. Et l'évolution de la température en fonction du temps, ici petit t, ça va être donc une exponentielle décroissante. Donc la représentation graphique, là, si on a une échelle linéaire du temps. C'est typiquement une exponentielle décroissante. Et le temps caractéristique, tau, eh bien, on voit que c'est, par analogie, c'est ρVCP sur HA. Autrement dit, c'est la capacité thermique. ρVCP, c'est la capacité thermique. Et multiplié par la résistance thermique qui est 1 sur HA, puisque la résistance thermique par convection, c'est bien cette expression-là. Et donc ça, par analogie, avec les circuits REC, bien, le temps caractéristique, c'est le produit normalement d'une résistance électrique fois une capacité d'un condensateur, une capacité électrique. Sauf que là, ici, on n'est pas en électricité, on est en thermique, et on a bien ce terme R fois C. Donc l'analogie est tout faite. Et donc en électricité, au lieu d'avoir une température, on aurait un potentiel, une tension, et la différence de potentiel que j'aurais, donc la tension aux bornes d'un condensateur qui se déchargerait, eh bien on aurait cette tension qui diminuerait vers la tension d'équilibre. Typiquement, on décharge complètement, la différence de potentiel, ça devient 0 à l'arrivée, mais on a aussi un temps caractéristique qui est le temps de décharge. Alors si la résistance est très faible, le temps est très court, c'est la décharge d'un flash ou d'un taser. Si la décharge est lente, eh bien on va éteindre progressivement une ampoule et à ce moment-là c'est le plafonnier de la voiture. Donc voilà ce que je voulais dire donc, concernant les transitoires thermiques. Ensuite, troisième partie, c'est 3 et 4e, ça concerne donc les traitements thermiques. Mais là, j'ai découpé en deux grandes parties. Une partie qui concerne les traitements thermiques dans la masse, c'est-à-dire au sein de la pièce. Et l'autre partie concerne plus des traitements thermiques qu'on peut faire subir à la surface du matériau. Alors tout d'abord, traitement thermique dans la masse. Donc, dans le cas des aciers, on avait vu donc, dans le document de TD, quand j'avais fait mon cours, qu'il existait donc un diagramme qui est noté TRC qui signifie transformation en refroidissement continu. Donc ça veut dire que ce diagramme permet de prévoir les microstructures qui vont se mettre en place au cours du refroidissement continu de la pièce. Depuis les très hautes températures, typiquement température d'austénitisation entre 850 et 900 degrés Celsius,
jusqu'au refroidissement complet de la pièce que l'on trempe donc dans un fluide qui peut être de l'huile, de l'eau ou de l'air pulsé si on refroidit plus rapidement qu'à l'air calme. À ce moment-là, la pièce subit une trempe. Et du coup, on peut, suivant les conditions de refroidissement, suivant la dimension de la pièce, puisque c'est ce qu'on a vu précédemment, hein, dans la partie transitoire thermique, ici, si on a une pièce qui est très grande, eh bien on va avoir un temps caractéristique taux qui va être important. Donc elle va mettre beaucoup de temps à refroidir. Et du coup, les vitesses de refroidissement seront lentes. Ce qui laisse le temps à l'acier de se transformer avec les constituants d'équilibre que sont la perlite, elle-même constituée donc de ferrite et de cémentite. Donc les constituants d'équilibre. Mais si les échanges thermiques sont importants, c'est-à-dire si H est élevé, le temps taux va être très court. Et si ce temps taux est court, ça veut dire qu'on va avoir des vitesses de refroidissement élevées. Et ça va se traduire par la formation de la martensite, qui est le constituant dit hors équilibre, qui est fragile, alors que des grains constitués de perlite sont plutôt ductiles, vont pouvoir se déformer. Là, la martensite, ça va être fragile, donc ça va avoir tendance à fissurer. Donc c'est ça les grandes différences. Les grandes différences, c'est que dans un cas, on va être à l'équilibre ou pas. Dans l'autre cas, on va avoir un matériau très dur ou moins dur. On va avoir une seule phase au sein d'un même grain, la martensite, ou deux phases au sein d'un même grain de perlite qui sont ferrite et cémentite. Voilà, avec des propriétés mécaniques différentes là aussi. Dans un cas, un matériau très dur et dans l'autre cas, un matériau moyennement dur. Il n'est pas mou, hein, ça reste quand même de l'acier, mais sur une échelle de dureté, c'est ce qu'on va voir. Et alors justement, un des moyens de contrôle pour voir quels sont les niveaux de dureté auxquels on peut s'attendre compte tenu des différentes vitesses de refroidissement, et on avait vu qu'il existait la courbe Jomini, et cette courbe Jomini représente l'évolution donc de la dureté Rockwell-Kohn en fonction des conditions de refroidissement. Et typiquement, on utilise donc comment dire, un échantillon, une éprouvette cylindrique que l'on vient refroidir par la base. Je vous avais fait passer un petit film où on voyait donc justement la trempe d'une éprouvette Jomini. L'éprouvette Jomini, elle est symbolisée ici par un cylindre. Hein. C'est un cylindre qui est refroidi par de l'eau à la base, ce qui fait que les points qui sont situés proches de la surface qui a été refroidie avec l'eau vont avoir des niveaux de dureté relativement élevés. Ensuite, lorsqu'on s'éloigne, on va avoir cette dureté qui va diminuer et qui va tendre pour les points qui sont les plus éloignés vers des niveaux de dureté qui sont moyens, d'accord ? Très élevés ici, moyennement élevés loin de la source de refroidissement. Autrement dit, ici on a formé de la martensite. Donc ici on a plutôt de la martensite, M. Et ici on a plutôt la perlite, qui est un mélange donc de ferrite et de cémentite. Voilà. Et c'est cette courbe-là, dureté en fonction de la distance Jomini, qui s'appelle donc courbe Jomini. Et quelquefois, dans les ouvrages, au lieu d'avoir la distance, on a un temps caractéristique, qui est le temps que va mettre la pièce pour passer de 700 degrés à 300 degrés. Autrement dit, ce temps caractéristique permet d'estimer la vitesse de refroidissement de la pièce. Pour des temps courts, on est ici, là, et pour des temps élevés, on est quelque part par là. Donc il y a une correspondance, une échelle de correspondance entre la distance Jomini et le temps de refroidissement qu'on note delta T, 700, 300. Or, ce temps de refroidissement, il y a un temps qui est à peu près équivalent qui est utilisé en soudage pour contrôler les vitesses de refroidissement des cordons de soudure, qui est généralement lui noté delta T 800, 500. Donc voilà, c'est en métallurgie, on a plutôt cette valeur-là.
Et en soudage, on a un temps. Alors là aussi, le delta T 800-500, il existe donc une relation, une correspondance entre le delta T 800-500 et le delta T 700-300. Ça, c'est un petit aparté, mais voilà. Alors ensuite, dernière partie de cours qui est importante, c'est les traitements thermiques de surface. Et dans le cas des aciers, on avait évoqué donc la cémentation et la nitruration. Alors, les grandes différences qui existent en fait entre les deux, c'est que dans le cas de la cémentation, bien, on fait rentrer du carbone qui a pour effet de durcir le matériau, donc l'acier, qui au départ est un acier à faible teneur en carbone, bien sûr, pour permettre au carbone de venir s'insérer par diffusion dans le matériau. Et dans le cas de la nitruration, eh bien c'est de l'azote, symbole chimique N, d'accord, comme nitrogen en anglais. Donc la nitruration permet d'augmenter donc artificiellement le niveau de dureté, comme dans le cas du carbone, mais en plus ça a aussi une excellente tenue à l'usure, d'accord. Donc ça permet dans certains cas, lorsqu'il y a du frottement, de retarder l'apparition de fissures et donc de retarder aussi le phénomène de fatigue mécanique grâce aux pièces qui sont nitrurées. Ensuite, il y a deux aspects que j'avais pas eu le temps d'aborder, alors je vous invite à faire une petite recherche de votre côté. Donc sur ce qu'est la galvanisation et le brunissage des aciers. Mais dans les deux cas, il s'agit aussi de traitement thermique de surface. La galvanisation, généralement, c'est pour faire des tôles zinguées, donc on va rajouter du zinc à la surface. Alors que dans le cas du brunissage, on va rajouter plutôt des phosphates. Des phosphates, donc, qui permettent, dans les deux cas, d'améliorer non pas les propriétés mécaniques, mais surtout de créer des barrières contre la corrosion. Et donc dans un cas, on a une pile de concentration qui empêche donc le fer de se rouiller. Et donc c'est le zinc qui se fait oxyder progressivement par l'oxygène de l'air. Et tant qu'il y a du zinc métallique à la surface du fer, le fer est protégé. C'est un effet de pile. On parle de pile de Galva, d'accord, de Galvani. Galvani étant un chercheur, enfin un scientifique italien qui avait fait des travaux justement sur les courants de corrosion. Dans le cas du brunissage, en fait, les phosphates créent une barrière un petit peu épaisse qui empêche à l'oxygène de l'air d'aller diffuser à l'intérieur du fer, et donc du coup on n'a pas de corrosion. C'est typiquement les vis qui sont traitées pour du placo-plâtre. Le placo-plâtre utilisé dans le bâtiment qui contient, le plâtre ça contient un peu d'eau, donc pour éviter que ces vis se corrodent de par la présence de l'eau qui est dans le plâtre, eh bien on va utiliser des vis spéciales. Et on a aussi tous les canons des armes à feu, sont brunis pour ne pas qu'il y ait de traces de corrosion quand on se saisit de l'arme par le canon, et aussi pour éviter qu'il y ait de la corrosion, qu'il y ait de l'endommagement, pour éviter qu'on se prenne le canon en pleine figure parce que ça se serait endommagé. Donc voilà pour cette première partie qui concerne donc les questions de cours.